Bonjour, nous sommes en direct de notre studio Love Sisters. Je suis accompagnée de charmantes jeunes femmes que j'ai eu le plaisir de connaître tout à l'heure. Et nous sommes aujourd'hui pour un événement très spécial, le droit de la femme, l'égalité par rapport à l'homme, c'est pas mal quand même. Et nous comptons garder ce droit. Donc j'ai mon invitée à mes côtés, qui est géniale. Elle s'appelle Dominique Font, comité des Reines de Cœur. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, parce qu'on te connaît bien hein, quand même. Hein. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, messieurs et mesdames. Alors effectivement, je m'appelle Dominique Font, je suis la présidente du comité Reines de Cœur. Et veux-tu savoir ce qu'est le comité Reines de Cœur? Oui. Eh bien, je vais te le dire. Alors, le comité Reines de Cœur est un comité qui couronne tous les ans, au travers des 20 régions de France, des jeunes femmes, non pas pour leur physique, mais pour leur beauté de cœur. Donc ces jeunes femmes, pour avoir un titre de Reine de Cœur, comme la jeune femme qui est à nos côtés aujourd'hui et qui s'appelle Apolline Lamotte, cette jeune femme est Reine de Cœur Languedoc. Elle a donc réalisé un projet. Pour elle, ce projet, elle nous l'expliquera peut-être tout à l'heure, concernait les personnes du 3e âge. Mais donc toutes les jeunes femmes qui auront une couronne Reine de Cœur sur la France sont des jeunes femmes qui se sont engagées pour soutenir une ou plusieurs actions caritatives, et en particulier le CEW. Le CEW étant le Cosmetic Executive Women, qui est une association mondiale qui prépare des socio-esthéticiennes. Ces dernières offrent des instants beauté dans les services de cancérologie. Et nous, sur Montpellier, nous avons la chance d'avoir Gwenaëlle, qui intervient à l'ICM de Montpellier. Apolline est une reine de cœur de notre région, puisque c'est la reine de cœur Languedoc. Elle a été couronnée par Geneviève de Fontenay à Clermont-Lérault. Et elle fait partie des finalistes de Reine de Cœur France. Pauline travaille dans le groupe 4 Santé, qui est un de nos partenaires. Donc peut-être, Pauline, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Alors, je travaille à l'EHPAD Les Floréales à Pinet depuis un bon petit moment maintenant. J'étais encore en ménage quand Madame Font m'a surpris et m'a parlé de ce beau projet qui est du comité Reine de Cœur. On en a parlé toutes les deux ensemble et puis j'ai décidé de me lancer. Et je ne regrette pas du tout ce beau parcours. Donc mon projet à moi était d'intervenir dans différentes structures auprès des personnes âgées pour proposer diverses activités, des modelages de mains et autres, et notamment auprès des personnes en situation d'Alzheimer qu'on oublie souvent dans les maisons de retraite. Merci Apolline. Donc tout à l'heure, vous allez donc présenter les modèles de Rosa. Oui, tout à fait. Que Myriam a déjà présenté, qui est une styliste reconnue au niveau international maintenant. E un'italiana. E io sono molto contenta di parlare con lei italiano. Donc nous allons voir ce joli ensemble. On va vous prendre le micro pour que les personnes puissent apprécier déjà cette tenue. Voilà. Et puis on va vous demander d'aller peut-être vous changer pour qu'on puisse apprécier les autres modèles de Madame. Et nous allons parler aussi d'un événement qui va se passer ce jour. Eh bien, tout à fait. Tout à l'heure, nous ouvrons les portes à 14h30 au Casino Partouche de Palavas, un de nos partenaires privilégiés qui nous offre cette place pour préparer ce loto mode, beauté et gourmandise qui sera réalisé au profit de l'école catholique Sainte-Florence de Palavas. Nous organisons donc ce loto avec des lots et des dons qui nous sont proposés par nos partenaires, et les Reines de Cœur seront là pour un défilé et nous couronnerons la première Reine de Cœur 2020 qui sera la Reine de Cœur Palavas. Et je pense qu'elle sera couronnée par Christian Jean-Jean, maire de Palavas. Et comment ça va se passer exactement donc cette journée quoi? Alors bien, nous allons accueillir un maximum de personnes. Ces personnes seront donc installées dans la grande salle du casino au premier étage. Nous aurons un défilé de mode avec une boutique éphémère de la boutique de Cameron. Ensuite, nous aurons un défilé avec nos Reines de Cœur sur les tenues d'apparat qu'elles portaient à l'opéra, puisque nous avons élu la Reine de Cœur France, Hermeline Laval, Reine de Cœur France, qui était une Reine de Cœur Lorraine. Et ensuite, nous aurons le couronnement. Et au milieu de tout ça, nous avons un loto avec des lots qui sont essentiellement de la beauté, de la mode
et de la gourmandise. Alors, tu ne trouveras aucun saucisson et aucun jambon dans les lots. Non, Je non, te le non, dis non, tout de non, suite. non, non. Il y aura des Non. parfums, des crèmes, du maquillage, des bijoux, des écharpes, tout ce que la femme aime. Elles le trouveront dans ces lots que nous avons confectionnés avec beaucoup d'amour. Toutes les reines de cœur ont participé à la confection de ces 20 lots. Vous avez vu, elle est géniale, hein, Dominique. Et elle qui me disait qu'elle ne pourrait pas être présentatrice, je pense que c'est une super présentatrice. Et vraiment, je crois qu'elle va rester un petit peu avec moi pour présenter toutes ces jolies dames. Mais j'espère bien rester là. Mais tu restes avec moi, à mes côtés. Alors me voilà. Ma chère Dominique, nous avons aussi le plaisir de recevoir Marie-Pierre Desjoyaux, cantatrice et extraordinaire. C'est une femme extraordinaire que j'ai entendue sur YouTube, parce que tu es sur YouTube. Oui. Et tu as fait tes études au CNR de Nancy et de Montpellier, Oui. et en piano et en formation musicale. Tu Oui. peux m'en parler? De mes études? De tes études, tu as gagné, tu as réussi à la fin, c'est tout. Oui, voilà. À 20 ans, j'avais terminé tout mon cursus musical. Et à 20 ans, j'ai commencé à travailler au conservatoire Voilà. Et comme professeur de formation musicale. exactement. Mais tu obtiens une médaille d'or dans ces deux disciplines, Oui, en piano et à l'époque, on disait solfège. solfège, Voilà. Et ensuite, pardon. certificat d'aptitude Oui, de formation musicale. Voilà, j'ai obtenu mon diplôme à 20 ans pour être enseignante au conservatoire. Donc j'ai travaillé, j'avais 20 ans. Pendant 20 ans. Pendant 25 ans, j'ai continué à enseigner au conservatoire. Et entre-temps, j'avais commencé des études de chant. Et il y a eu un moment donné où j'ai commencé à me produire en tant que chanteuse. Et il y avait trop de décalage entre ce que je faisais au conservatoire et la forme d'expression que je pouvais avoir en chantant et en me produisant. Donc j'ai demandé un congé au conservatoire pour pouvoir me consacrer entièrement à ma carrière de chanteuse. Voilà. Et tu peux nous expliquer un petit peu, lorsqu'on te produit, on te produit à la mairie, quand on a besoin de toi pour des événements, etc. Oui. Donc tu peux m'en parler? Alors, moi, j'ai eu une démarche un petit peu à part parce que j'ai commencé tard à chanter. J'avais plus de 30 ans. Et pour ce métier, c'est un peu tard. Et donc, j'ai commencé aidée par des amis. D'ailleurs, une amie de Cécile, qui est en face de moi, qui m'a aidée à organiser mon premier concert. C'est moi on l'a initié tout ensemble. Et puis ensuite, je me suis fait connaître petit à petit, mais je n'ai jamais eu d'agent, ça s'est plus fait par le bouche à oreille. D'accord. Voilà, après, j'ai été contactée par des mairies, par des ensembles vocaux aussi. J'ai beaucoup chanté avec des ensembles de Montpellier, avec l'orchestre de Montpellier. Je suis partie aussi à l'étranger. Oui, parle-nous un petit peu de ton parcours. Voilà, Raconte-nous, entre autres, quand tu es allé chanter en Arabie Saoudite. Oui, parce que C'est intéressant, hein? je connaissais à l'époque, il n'était comment on dit, pas ambassadeur, mais consul à Jeddah. Et donc, c'est par l'intermédiaire de son père que je suis allée chanter là-bas, entre autres avec Marie-Christine Barrault. Et voilà, à plusieurs reprises. Je suis allée chanter aussi en Oman, en Allemagne, en Italie, en Autriche. Et voilà, que dire de plus? Là, que nous allons voir un peu un extrait Oui. de ta voix. Thank
Ouais, je dire aux- continue je chante moins qu'avant parce que j'ai dépassé maintenant mes 60 ans. Donc Ça c'est un veut peu rien plus dire. dur. On a eu dernièrement. Si, parce qu'il y a la nouvelle vague qui arrive, donc qui vous pousse un petit peu. Mais je continue à garder ma passion et là, je prépare un concert, un récital, parce que comme je suis pianiste, je voudrais faire un récital en chantant et en m'accompagnant moi-même. Donc je prépare un cycle sur l'amour et la vie d'une femme de Schumann et un cycle de Grieg qui s'appelle Auktusa et qui parle d'une jeune femme qui tombe amoureuse et qui est abandonnée par son amant. Alors, je ne sais pas si ça correspond bien pour le 8 mars, mais bon. Non, c'est la liberté. Voilà, et donc je C'est la prépare liberté. ce récitage que je voudrais chanter par cœur en m'accompagnant et en norvégien, en allemand. Donc, Oui, quand parce je que- serai prête, je vous le dirai. Je Ouais, viendrai tu vous voir. prépares, mais tu ne sais pas si ça va être en 2020. Ben, tu vas j'espère, te produire. si, Si, je quand même, pense. hein. Parce que je pense quand Parce même, que je suis prête vocalement, techniquement, mais c'est le par cœur. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est lorsque tu prépares un concert, parce que c'est pour ça, c'est pratiquement un concert, hein, tu es entouré de musiciens. Non, tu- ben là, non. Toute seule. Là, je vais m'accompagner en chantant. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas Incroyable, très parce souvent. que, Je vais chanter en jouant du piano. Donc, c'est aussi parce que j'ai longtemps, avant d'être chanteuse, accompagné des chanteurs. Et je trouve que la place d'accompagnatrice est un rôle, une place ingrate, un peu invisible, un peu très importante, mais invisible. Et finalement, en y réfléchissant a posteriori, je me dis que je ne voudrais pas imposer ça à quelqu'un d'autre. et Donc, ce spectacle va durer à peu près combien de temps? Une heure, une heure et quart. Je voudrais aussi lire des lettres d'amour qui ont été écrites entre Robert Schumann et sa femme, Clara Schumann, Oui. et le mettre un petit peu en scène. Donc, il faut que tout ça fasse son chemin dans ma tête. Donc, quand tu vas lire la lettre d'amour, est-ce que tu vas faire un peu comme genre poésie ou comédie ou Je vais essayer de lire la lettre. avec musique? Non. Sans la non. musique. Non, là, ça sera un petit peu. Quoi que ça pourrait être une idée. Ben voilà, c'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Non, voilà, je peux Je ne t'aider sais pas tu si veux. j'arriverai à dire une lettre en jouant du piano. Bah si j'arrive à chanter. Bah, si. Mais c'est Exactement. une bonne idée. Marie-Pierre, est-ce qu'on peut dire que Clara Schumann a été un peu dans l'ombre de son époux et que finalement elle avait des dispositions très fortes pour la musique et le piano? Mais à son époque, elle n'a pas été dans l'ombre parce qu'elle a fait une carrière de pianiste internationale. Et donc, ils étaient très souvent séparés. C'est peut-être dans la postérité, puisque elle, finalement, ce qui reste, ce sont les écrits. Les enregistrements à cette époque-là, en 1850, je pense pas qu'il y enfin, je vais te montrer un culte, mais je pense qu'il n'y en a pas qu'il y en ait. Donc, ce qui est resté dans la postérité, c'est les œuvres de Robert Schumann, parce que on peut encore les interpréter. Après, Clara, je crois qu'elle a un peu écrit aussi quelques leaders. Mais je pense qu'elle a vraiment connu aussi une grande notoriété de son vivant, en tant que pianiste. Justement, l'année dernière, le Zonta a été associé à Radio France et on a pu découvrir à cette occasion des œuvres de Clara Schumann. C'est pour ça que je suis... Oui. Voilà. Alors c'est sûr qu'à la postérité, c'est sûr qu'on entend plus des œuvres de Robert Schumann que de sa femme. Mais peut-être aussi parce qu'elle en a écrit moins. Ou peut-être parce qu'on... On n'a pas laissé... Oui, C'était parce une que femme. c'est une femme. Peut-être. Et autrement, un événement Alors, particulier, là? Alors, je chante aussi du jazz. Et depuis une dizaine d'années, on organise des soirées jazz qu'on appelle Jazz Atome à la maison, parce que mon mari est saxophoniste. Ça s'appelle les bœufs. Il s'appelle... Non, mais quand on organise des... Non, c'est pas un bœuf, c'est un concert. Un bœuf, c'est quand il y a un trio, par exemple, de musiciens, puis il y a d'autres musiciens qui sont invités, qui viennent jouer, qui ne se connaissaient pas. Et... Oui, elle a raison, finalement, oui. Ouais. Tandis que là, non, c'est une soirée, c'est avec des amis avec lesquels on se produit régulièrement. Et donc, on fait ça à la maison. Comme une répétition? Non, un concert à la maison. Alors, vous invitez du monde à la maison? Eh ben oui, exactement. Et il y a souvent des gens que je ne connais pas, que je reçois à la maison. Ah, c'est Ce sont génial, des gens amis d'amis. C'est Et voilà, ça génial. fait 10 ans qu'on fait cette soirée. La prochaine a lieu le 14 mars.
À la maison. 14 Oui, mars. Et tu n'as pas peur d'inviter comme ça n'importe qui chez Pas du toi? tout. Pas du tout. Non. Et les gens adorent ce concept. Non, mais c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Et ça se passe toujours d'une façon très agréable et conviviale. Et Nous sommes très partantes, n'est-ce pas, Et, Dominique? voilà. Et en plus, enfin, bon, je rajoute mon impression de ces soirées-là, c'est que moi, en tant que maîtresse de maison, je reçois peut-être des fois 40, 50 personnes, et parmi ces gens, des gens que je connais, mais dont j'ai pas le temps du tout d'échanger avec eux. C'est-à-dire Mais qui fait le service? Ben, elle se fait tout seul. Si, Ah, c'est intéressant de savoir qui fait le service. Par contre, le lendemain, le ménage. Oh là là. Et donc, je suis jamais frustrée de ne pas avoir pu échanger avec les gens autre chose que bonjour, au revoir, tout va bien. Parce qu'après, on partage un moment de musique Oui, puis qui fait tu peux qu'on n'a pas besoin et on n'a pas besoin de parler. que l'autre aussi. Et puis, on n'a pas besoin de parler. Voilà. Il se passe quelque chose entre tous qui n'a pas besoin de parole. Oui, elle est géniale. Et je vais préciser une phrase de liberté de la femme. Lorsque nous invitons plusieurs personnes à la maison, il faut dire, écoutez les amis, ici nous sommes tous dans la même galère, alors chacun pour soi. J'ai le plaisir de recevoir Patricia Miralles. Bonjour. Bonjour. Députée de l'Hérault. Elle est née à Montpellier, mais elle a d'abord un petit parcours toute jeune, spécial, qui m'amuse et qui me plaît énormément. Elle joue au foot. Elle jouait, je ne sais pas si tu joues toujours d'ailleurs. Hein. Si, je joue toujours. Je fais partie de l'équipe de France parlementaire de football. Ça, je vais aller la voir. C'est certain. Alors là, moi, je ne vais pas le rater, ça. Hein. Je vais la mettre dans un de mes clips. Hein. Elle me fait un procès, elle est obligée avec mes musiques, moi, elle me fait un procès. Donc, après une formation d'esthéticienne, dont on se doute avec qui? Dont je suis très fière. Et elle n'a pas de micro, elle pourrait parler. On se doute avec qui? Tu peux quand même en parler, toi, un petit peu, de ton élève. Parce que... Moi, je vais te dire, c'était une élève tonique, à qui il ne fallait pas raconter n'importe quoi, parce qu'elle te regarde avec ses grands yeux à te dire qu'est-ce que tu racontes. Tonique, travailleuse. Et une battante. Et donc, son parcours aujourd'hui politique ne me surprend absolument pas. Non. Et alors, elle a une qualité aussi, c'est qu'elle est fidèle. C'est une fidèle. Génial. Ça, c'est beau. J'aimerais te poser une question tout à fait personnelle. Oui. Tu es esthéticienne. Donc, est-ce que toi, tu sais poser les fossiles? Alors, je vais dire que oui, je sais poser des fossiles. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu un professeur qui était vraiment très, très carré. Et jusqu'à ce qu'on y arrive, on recommençait inlassablement. Et puis, c'était jamais très bien. Même quand c'est à l'été, ça va. Ah, c'est dur. Mais du coup, voilà, au moins, ça mettait tout le monde... il y avait, même si c'était bien et qu'on savait que ça pouvait être mieux que d'autres, ça ne mettait pas les élèves en concurrence. Et ça, c'est quand même important parce qu'on faisait toute la même formation et ça permettait de ne pas avoir de problèmes de conflit ou de jalouserie entre nous. Voilà. C'est bien. Et donc, 4 ans plus tard, tu crées ta propre entreprise. Oui. J'ai ouvert ma première parfumerie et salon d'esthétique à Castries. C'était la parfumerie Isadora qui est sur le centre commercial de la Couronne avec une associée. Voilà. J'avais 21 ans. Et après, tu es devenue mère de 2 filles. Exactement. Après, on va calculer après combien il y a eu d'autres enfants, mais on parle d'abord de la maman des 2 filles. J'ai eu 2 filles rapprochées. Oui. Et oui, 2 filles rapprochées. Et tu entames une conversion professionnelle en 1998. C'est ça. Tu peux m'en parler? Eh bien, j'ai eu ma première fille en 1994, la seconde en 1995. Et c'était compliqué de pouvoir faire garder 2 enfants en bas âge. Trouver une crèche ou trouver une assistante maternelle, ça devenait compliqué. Donc, j'ai décidé de prendre un congé parental. Et donc, j'ai été en congé parental pendant 2 ans. Et j'ai pris le pari d'acheter un ordinateur. À l'époque, c'était compliqué, hein, les ordinateurs. Et je me suis mise toute seule chez moi en me disant, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas y arriver. Il y en a qui le font très bien. Alors,
quand on repense au moment où on ouvrait une page Internet, maintenant on râle un peu, mais quand on ouvrait une page Internet, je vous rappelle que ça faisait des traits comme ça, et parfois ça mettait un quart d'heure avant que la page Internet ouvre, et je me suis formée comme ça, toute seule. Voilà, et puis j'ai postulé chez un député qui était Gilbert Rozot, et qui cherchait une collaboratrice, et qui a su me faire confiance, et c'est comme ça que je suis rentrée en politique. Et en 2002, qu'est-ce que tu as fait? Gilbert Rozot n'est pas réélu en tant que député, et donc je suis sans travail. Georges Frêche me propose de rentrer au cabinet pour travailler comme secrétaire d'élu. C'est un travail que j'ai fait pendant 13 ans avec tout d'abord un élu qui s'appelait Christophe Morales, et ensuite avec Marlène Castres, avec qui j'ai travaillé pendant 13 ans. Et pour la petite histoire, Marlène Castres avait sa maman qui était voisine de palier de ma grand-mère. Et donc cette dame m'avait vu grandir. Et ça a été vraiment très drôle quand je suis arrivée et qu'on m'a dit « Vous allez travailler avec Marlène Castres ». Parce que moi, Marlène Castres, c'était la fille de la voisine de ma grand-mère. Donc voilà. Et on a travaillé 13 ans ensemble. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'ai passé encore, on passe encore de bons moments ensemble, puisqu'elle a une association à Montpellier, une association de rapatriés qui s'appelle l'Alger Club. Et je vais le plus souvent possible les accompagner et les aider, parce que les bénévoles ont besoin de coups de main. Voilà, les associations, c'est compliqué, et je crois qu'il faut aider. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui œuvrent dans les associations, parce que souvent elles ont un peu plus de temps, ou parce qu'elles savent faire peut-être un peu plus de choses, c'est des petites mains, et c'est important de continuer à aller les aider. Et aussi en 2015? Alors donc en 2013, je propose à Philippe Sorel de l'aider sur sa campagne au municipal, et en 2014, nous sommes élus, il me propose d'être sur sa liste, nous sommes élus, je suis 7e adjointe de la ville de Montpellier, et j'ai en charge tout le volet social de la ville et de la métropole, avec les missions locales. Et j'avoue que moi qui étais plutôt... j'avais un regard sportif, j'avais un regard sur le monde combattant, sur le monde associatif, mais je ne m'étais jamais approchée de si près de la problématique sociale que l'on peut rencontrer dans une ville. Et souvent, on pense que le CCAS, ce n'est que pour les personnes âgées. Ben non. Et pas du tout, parce que le CCAS, c'est vraiment l'endroit où il faut aller quand nous avons des problématiques, et notamment sur les femmes battues. Le CCAS de Montpellier œuvre au plus près de ces personnes. Et donc, ça m'a montré un autre volet de Montpellier que je ne connaissais pas. Je crois que ça vous ouvre vraiment le cœur. On n'en sort jamais sans attachement réel à notre ville, à ces femmes qui se battent tous les jours. Voilà. Et donc pour ça, je remercie vraiment Philippe Sorel de m'avoir donné cette délégation, parce que je crois que tout le monde, quand on est élu, doit passer par cette délégation. Et en même temps, on entend cette femme, Patricia, avec un cœur. On la ressent très chaleureuse, très souriante, et on aime beaucoup le personnage. Et je voudrais aussi en savoir un petit peu plus sur maintenant. Alors, tu as eu un 3e enfant, déjà. Voilà, oui, qui est arrivé en 2001, un garçon qui a aujourd'hui 18 ans. Donc, tu es maman de 3 enfants. Exactement, 3 enfants, super. J'ai des enfants adorables. Et des filles de caractère, pas de mauvais caractère, des filles de caractère. En 2015, je suis élue conseillère départementale. Donc je continue ce parcours de nouvelle élue, puisque autant j'avais toujours beaucoup aidé dans les campagnes électorales. J'ai fait toutes les campagnes électorales avec Georges Frêche, avec tous les candidats. Voilà, ça me plaisait. Et en 2017, donc je suis élue députée de la première circonscription de l'Hérault. Je ne souhaite pas cumuler. Donc je donne ma démission comme conseillère départementale, ce qui a permis à ma remplaçante, qui s'appelle Manar Kali, qui est une fille qui est éducatrice spécialisée à l'APJJ, qui est issue de l'immigration, et c'est la première conseillère départementale de l'Hérault, issue de l'immigration, qui a pu siéger. Elle fait un boulot formidable. Je suis très fière d'elle, parce que c'est pas évident de reprendre comme ça,
Quand je l'ai appelée pour lui dire, voilà Manar, je vais démissionner, elle me dit, démissionner de quoi? J'ai dit, du département, donc tu vas prendre ma place. Elle s'y attendait pas du tout. Et je trouve que c'est aussi ça, moi qui suis d'une famille pied noir, et bien de pouvoir passer ce relais, parce que nous sommes dirigés vers l'avenir. Et il faut à un certain moment aussi savoir passer savoir transmettre les choses, connaître notre histoire et pouvoir continuer à grandir dans ce beau pays qui est la France. Et donc ça, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir permis à Manar d'être élue. Maintenant, en 2021, elle ira se battre sur son propre nom. Et ça, c'est très bien. Et puis en 2017, je suis élue donc, députée. Et je reste conseillère municipale à la ville de Montpellier, mais je n'ai pas de délégation. Je le dis parce que ce n'est pas un cumul. Mais ça me permet de siéger au conseil municipal, de siéger à la métropole et d'être toujours au courant de ce qui se passe sur ma circonscription, puisqu'il n'y a que Palavas, qui n'est pas dans la métropole de Montpellier, mais avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai retrouvé aussi Dominique. À chaque fois dans ma vie, j'ai retrouvé Dominique dans des parcours de ma vie, quand j'ai monté ma parfumerie. À chaque fois, on s'est retrouvés. Voilà. Et là, je crois qu'on va plus se quitter, parce que vraiment, avec Reine de Cœur, j'ai plaisir à les accueillir, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. À l'Opéra, je crois. Oui. Je crois, hein. J'ai reçu des mains de Patricia la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, autant te dire oh là là que j'étais très fière. Voilà, pour ça, je te remercie devant tout le monde encore, parce que je m'y attendais. Mais alors, vraiment, quand on dit qu'on ne s'attend pas et qu'on te fait ridicule, non, là, je ne savais pas du tout. J'étais très contente. Mais j'ignorais, moi, une chose, c'est qu'on pouvait démissionner d'un poste. Oui, on peut toujours démissionner d'un poste. Vous parlez duquel? De ce que je viens de faire récemment? Alors, en fait, quand je me suis engagée en 2017... d'abord en 2014, ou plutôt on va revenir, 2012, j'ai été longtemps dans un parti politique, pour dire son nom, c'était le Parti socialiste. Et en 2012, je ne me retrouvais plus, donc j'ai décidé de démissionner du Parti socialiste. Et donc j'ai continué à faire de la politique, mais en dehors des partis. En 2014, nous sommes élus sur une liste citoyenne, et on se rend compte qu'on peut travailler pour une ville avec des idées différentes, mais quand on parle uniquement pour un projet de ville, peu importe les partis, on peut discuter entre nous. En 2017, je suis investie par La République En Marche, qui était un mouvement. Oui. Et donc, ça correspondait à ce mouvement citoyen pour lequel Emmanuel Macron avait fait sa campagne. En fin d'année, on nous a proposé de signer des statuts pour devenir un parti politique. Et donc, je n'ai pas voulu signer ces statuts parce que je revenais à ce que je ne voulais plus, c'est-à-dire vraiment à rentrer dans un parti politique et à perdre cette indépendance. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas signé ces statuts. Ce qui a été pour moi beaucoup plus facile quand Philippe Sorel m'a demandé si je souhaitais rester à nouveau sur la liste pour les élections de 2020. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, puisque je restais ce que j'étais au départ, c'est-à-dire une citoyenne, une Montpelliéraine, indépendante, et je veux continuer à pouvoir prendre des choix, les miens, et pas des choix qui me seraient imposés. Voilà. Je pense que quand même, tout de même, est-ce que tu penses que ta vie personnelle a été un peu touchée par tout ce que tu as fait? Il faut trouver vraiment un équilibre. Parce que j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire qui m'a toujours... Certainement fier. Oui, dur aussi, hein, mais parfois il me dit ça c'est pas bien, ça c'est mieux. Mais voilà, on a vraiment ce rapport de confiance et de fidélité, ce qui est important parce que voilà, je suis aussi à Paris 3-4 nuits par semaine, ce qui est compliqué. Les enfants aussi, c'est compliqué. Au début, excusez-moi. Au début, mon fils, pendant la campagne en 2002, eh bien mon fils, il m'appelait pas maman. Hein. Il en avait qu'après son papa, parce que c'était le papa qui s'occupait de lui. Donc, alors là, j'ai vécu quelque chose que parfois vivent les hommes. Voilà.
C'est-à-dire, quand l'enfant préfère la personne qui s'occupe, donc à l'époque c'était mon mari, et donc c'était difficile pour moi parce qu'il appelait la nounou maman, et puis moi il m'appelait pas. Donc ça c'est très dur. Donc il a fallu après que moi aussi je prenne du temps avec lui parce que c'était compliqué. Donc c'est vrai que c'est un équilibre. Il faut veiller à ce que vos enfants ne soient pas parfois mis en danger parce que la politique c'est compliqué. Hein. Vous savez que je peux être attaquée sur Twitter, Facebook, Instagram, comme récemment d'ailleurs. Il y a 2 jours, j'ai été déposée une main courante sur une attaque que j'ai eue sur Twitter. Mais moi, c'est mon engagement. Et donc le courage, c'est moi qui l'ai. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse toucher ma famille ou mes enfants. On peut être que très fiers d'avoir eu cette charmante dame ici sur nos plateaux. Et merci beaucoup. Merci à vous. Moi, si je peux rajouter, parce qu'elle est très réservée sur tout ce qu'elle fait à côté quand même, hein, parce qu'elle fait beaucoup de choses dans le social, où elle nous soutient tous les jours. Donc moi, elle nous aide, elle aide toutes les femmes qui ont besoin d'elle, elle aide les associations qui en ont besoin. Bon, c'est sûr qu'elle n'en parle pas maintenant, mais enfin, moi, je peux le dire, là, qu'elle est très présente et qu'elle est, je le répète, très fidèle. Et si son engagement cette année de nouveau auprès de Philippe Sorel prouve sa fidélité, parce qu'elle aurait pu rester dans la lumière. Mais non, elle a choisi l'amitié et la sincérité. Et je pense que c'est une de ses qualités premières. Elle en a d'autres, mais la fidélité et cet engagement qu'elle a auprès des femmes. Donc moi, je te remercie encore une fois, Patricia. Et moi aussi. Merci. Surtout à la femme. Ah oui, mais j'ai peut-être une précision, c'est que dans ma famille, il y avait des femmes, des enfants, hein, femmes, hommes, mais on n'a jamais fait de différence. Et moi, si on m'a permis de faire du foot à un certain moment, c'est pas parce que c'était un sport de garçon, c'est parce que j'avais envie de faire du foot. Donc ma fille, si tu veux faire du foot, fais du foot. Et ça, je crois que c'est dans la construction d'un enfant, c'est important. Mais je vais venir te voir. Ah oui. Alors ça, je peux assurer que je vais venir la voir. Hein. On ira en groupe. On ira en groupe. On va lui faire un coucou en groupe. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. En direct de la journée de la femme aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Ludivine Georgie Soubéran. Bonjour. Je l'ai bien dit, hein, le nom. Parfait. Donc, je vais laisser Ludivine parler de son parcours parce qu'il est long et ça va être dur, donc je vais la couper de temps en temps. Hein. Et elle va nous dire d'abord ta formation, ma chérie. Alors, je vais résumer. Je suis finalement artisan docteur. Alors, c'est un terme un peu particulier. Je viens du milieu de l'artisanat parce que je pense qu'avant de diriger des gens, de les aider dans leur futur, il faut passer par toutes les étapes de la vie. Et donc, mes parents m'ont appris à cultiver ma différence. Et j'ai commencé par travailler les 10 différentes étapes de la vie. Donc, avec un CAP esthétique, un CAP vente, un brevet professionnel. Donc, j'ai évolué dans le milieu de la beauté, puisque j'ai eu la chance, tel Astérix, de naître dans cet environnement qui est fabuleux des pots de crème. Et j'ai choisi Pourquoi d'en tu faire... regardes Dominique? Parce que on se ressemble, non? Un tout petit peu. Nous nous ressemblons un tout petit peu. J'ai la chance d'avoir tiré les meilleures parties de ma chère maman et de mon cher papa. La perfection. Donc j'ai effectivement pu comme ça évoluer dans cet environnement de l'artisanat, de comprendre ce qu'était ce métier d'artisane, de savoir travailler de ses mains, de savoir prodiguer l'intelligence de la main et parler de cette intelligence de la main et d'aller finalement sur un niveau supérieur qui est les meilleurs ouvriers de France. Donc j'ai eu la chance, mais parce que j'ai beaucoup travaillé, d'obtenir ce titre de meilleur ouvrier de France qui m'a été remis à l'Élysée par le président de l'époque qui était Jacques Chirac, et j'ai eu la chance aussi d'être le plus jeune meilleur ouvrier de France. C'est énorme, énorme. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens, ça m'a permis de voyager, puisque ce titre de meilleur ouvrier de France m'a ouvert les portes de l'international, du Japon. Quel âge? J'ai été nominée à 24 ans, meilleur ouvrier de France, plus jeune formateur de France à 16 ans. Et j'ai comme ça travaillé en France et à l'international avec donc le groupe familial, avec mes parents, sur cette beauté de la femme version française. Donc le Japon, la Russie, les États-Unis, d'autres. Donc un voyage fabuleux.
dans cet environnement pour voir aussi les différentes conditions de la femme. Je suis même allée à Dubaï parce qu'ils avaient envie de retravailler sur ces métiers de la femme, mais c'était des hommes qui travaillaient à la place des femmes. Donc il y avait une autre vision, mais ces cultures étaient intéressantes. Oui. Et puis toujours dans cette optique d'aller plus haut, j'ai eu la chance d'aller à l'ISIPCA, qui est l'Institut supérieur des parfums, cosmétiques et arômes, où j'ai passé un diplôme de formateur et d'évaluateur en parfum, qui m'a permis par la suite de travailler avec donc, ma maman dans les hôpitaux, avec une population très particulière qui sont les malades d'Alzheimer, puisqu'en maîtrisant la science des odeurs, retravailler sur les problématiques de mémoire. Et donc là, nous avons pu mettre en place, d'ailleurs aussi avec Cécile Le Zonta, des ateliers auprès de différents EHPAD, de différentes populations en souffrance, dont je garde un souvenir très ému d'ailleurs. Et donc nous avons travaillé les odeurs, et je pense qu'on pense à la même personne, un monsieur, dans un d'un EHPAD, qui n'avait pas parlé depuis qu'il était résident. Il ne parlait à personne, et au bout de 3 séances, il nous a pris la main, il a commencé à nous raconter son histoire. Alors son histoire, nous l'avons débloquée parce que je travaillais avec la polysensorialité, pas qu'avec les odeurs, les images, le toucher, et c'est la fleur d'oranger qui lui a fait le déclic parce qu'il venait effectivement des pays d'Algérie, et il a eu envie de nous raconter son histoire, sa vie. Et c'est des jolis moments, et c'est vrai que ce diplôme m'a permis de vivre de jolis moments, mais pourquoi s'arrêter là ? Donc j'ai eu la chance, avec encore une fois un entourage tel que Cécile Naval, tel que Dominique Font, ma maman, des personnes comme Patricia Miralles, d'aller plus loin en 2003 par rapport au plan cancer. Les soins de confort sont rentrés dans le plan cancer en 2003, et de mettre en place donc un examen de socio-esthéticienne. Il y avait un examen qui était déjà disponible pour les infirmières ou les personnels soignants au CODES, mais nous n'avons rien pour les personnes qui n'étaient pas soignants. Donc nous avons fait ça, nous avons commencé à Val-d'Orel, nous avons fait pas mal de réunions ensemble, et donc nous nous sommes battus pour faire rentrer des esthéticiennes, donc des personnels non soignants, pour humaniser des espaces médicalisés, pour donner du temps aux gens. Et donc tout doucement, le cheminement a continué. J'ai eu la chance de partir à l'ESCPEAP Europe et de passer finalement un master sur les gestions et tout ce qui est... Et tu avais quel âge là ? Quand je suis partie. Quand tu as passé le master ? Le master, c'était... oui, je devais avoir 27 ou 28 ans. Donc j'ai continué à travailler puisque j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise familiale, et je continuais mon cursus d'études tout en travaillant, tout en prodiguant finalement ce que je pouvais avec mes outils autour de moi, en partageant, puisque j'ai eu la chance d'enseigner depuis 1999, donc de pouvoir partager avec les jeunes générations ma passion, parce que c'est plus qu'un métier, c'est une passion, mais avec une vision bien particulière. J'ai toujours dit, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas professeur, je suis formateur. Oui. Je suis là pour adapter mon discours aux gens et faire en sorte qu'ils comprennent que nous avons tous des réalités différentes. Et donc, j'ai comme ça pu obtenir donc, ce master en gestion stratégique des entreprises. Et ça m'a amené à revenir dans le Sud et à présenter un doctorat en sciences de gestion, où je me suis intéressée à la problématique de la santé des dirigeants de PME, et plus particulièrement à la problématique de l'alimentation. Donc là, j'ai eu la chance d'intégrer Amaroc, qui est le premier observatoire mondial de la santé des dirigeants de PME, d'être la 7e doctorante diplômée. Et je me suis intéressée à l'alimentation. Je me suis intéressée à tous les gens qui ne rentrent pas dans les statistiques. Aujourd'hui, on entend plus parler des statistiques des baleines bleues que de la santé des dirigeants de PME. Alors que les dirigeants de PME représentent 99% des entreprises en France. Et les femmes, puisqu'aujourd'hui 40% de ces dirigeants sont des femmes. On entreprend de plus en plus tôt, à 36 ans, et on se rend compte que l'entrepreneuriat est genré, que la santé est genrée, et qu'aujourd'hui les femmes ont besoin, parce qu'elles font déjà leur travail de façon professionnelle, malgré les problématiques des plafonds verts. Elles font l'équivalent d'un mi-temps lorsqu'elles rentrent à la maison, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, de leur mari. Elles sont à l'écoute. C'est ce que j'allais te poser comme question, j'ai te coupé. J'allais te poser, et tes amours dans tout ça vont très bien. J'ai un mari fabuleux qui travaille autant que moi, qui est autant passionné que moi, où nous nous retrouvons, puisque nous avons des projets. D'avoir des enfants. Oui, nous avons des projets professionnels ensemble, parce que nous pensons vraiment qu'il y a des choses à faire aujourd'hui en santé, que les sciences de gestion de la santé ne peuvent pas rester comme ça, éloignées, et qu'il faut vraiment se rapprocher pour travailler intelligemment. Donc oui, non, tout va très bien. J'ai un mari qui est très intelligent. Comme Patricia alors, hein. Comme quoi les hommes font preuve d'intelligence, ils savent choisir leur épouse. Voilà. Mais n'oublions pas que
ces messieurs vivent plus longtemps quand ils sont mariés. Quand ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont pas des femmes comme nous exceptionnelles à leur côté, leur durée de vie est moindre. Comme tu Donc dis, finalement, comme tu tout dis. est grâce aux femmes. Et aujourd'hui, avec tout ce parcours qui est extraordinaire, aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis intervenant à MBS, Montpellier Business School, puisque j'ai la chance de voir ces jeunes gens qui vont demain travailler dans l'environnement professionnel des grands groupes ou pas. Et je fais donc tout ce qui est introduction à l'entrepreneuriat et à la PME. J'ai aussi la chance, mais ça c'est un plaisir, d'accompagner les Reines de Cœur, puisque je suis vice-présidente du comité, et Madame Font sur les différentes actions. Que ça soit beaucoup d'ailleurs. Hein. Beaucoup, non, pas suffisamment. Chorégraphie. Oui, mais ça c'est que du bonheur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous faisons avec les CCAS, de pouvoir faire en sorte que ces femmes retrouvent la dimension de leur image, qu'elles sentent que leur enveloppe leur appartienne et qu'elles la trouvent à leur juste mesure. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout quand ces femmes, dans leur regard, on sent qu'il y a eu énormément de souffrance, de maltraitance. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'il y a beaucoup d'humilité, parce que c'est des échanges, parce que des fois, c'est un regard, un toucher. Ce que nous faisons avec Femmes Invisibles, les maraudes, parce qu'il y a des femmes dans la rue qui ont des enfants, il faut leur donner des kits d'hygiène. Donc ça aussi, c'est ce que font des Reines de Cœur. Ce que l'on fait pour la sclérose en plaques, pouvoir payer un fauteuil à quelqu'un, voilà. C'est ça, les Reines de Cœur. Et ça, c'est pas du travail. Ça, c'est des moments d'échange humain qui sont fabuleux. Oui, voilà, c'est fabuleux. Le mot de la fin, Ludivine. Je suis ravie d'être là, puisque nous savons finalement que nous ne sommes que des femmes de cœur, et qu'en ce 8 mars, continuons haut et fort, surtout à nous respecter. Et malheureusement, et heureusement, là, vous avez maintenant les études de santé qui demandent aux infirmiers et aux élèves de médecine d'aller voir les jeunes gens sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Respectez-vous. Et donc, toutes ces demoiselles, respectez-vous. Je voulais m'insurger contre le fait que Ludie dit j'ai eu la chance. Non, Ludivine, tu n'as pas eu la chance. Tu as beaucoup, beaucoup travaillé. Moi qui t'ai côtoyée pendant de nombreuses années, je peux dire que tu as tout fait pour cette réussite. Et franchement, j'ai toujours été très admirative. Merci beaucoup, mais j'ai eu... Alors, la chance, effectivement, c'est genré, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Les femmes disent, j'ai eu de la chance. Mais d'avoir accès aux études et que mes parents m'aient laissé faire ce que je souhaitais faire. Et ça, je pense, pour le coup, que c'est une réelle chance, parce que j'avais des cartes en main et à moi de faire ce que je souhaitais en faire. Et tu en as bien fait et plein. Et ça ne fait que commencer. C'est vrai que je dis toujours que les fées se sont penchées sur ton berceau et que tu as eu effectivement tellement de cordes à ton arc que ça t'a permis de faire tout ça. Mais avec un énorme travail que j'ai toujours respecté et admiré. Ludivine. Bon, c'est martyr du peuple, de façon étymologique, mais bon. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand Ludivine parlait, je voyais ses petites mains. Je dis petites mains parce que quand j'étais à l'école d'esthétique, Ludivine venait parfois. Voilà. Et donc, maman, pour l'occuper, disait Ludivine, tu vas te faire une manucure. Elle avait 4 ans, hein. C'était un petit bout, l'âge de sa fille. Hein. Et elle choisissait, elle faisait comme ça, elle disait elle. Et c'était toujours moi. Alors, ça me mettait la pression parce que je me disais, si je la coupe, elle avait des petites mains, si je lui fais mal, je vais me faire engueuler. Eh bien, non. Alors, c'est vrai, elle était tellement mignonne. Et elle repartait avec... Je ne le suis plus. Petite. Maintenant, tu es très, très belle. Et à 4 ans, on dit mignonne. Et voilà. Et donc, finalement, elle n'a pas changé. J'ai gardé cette intelligence de la main. Effectivement. Je pense qu'on donne et on dit beaucoup plus de choses avec la main qu'avec autre chose. C'est vrai. Merci les filles. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Bourrachot-Naval. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Qui est présidente fondatrice du Zonta Olympe de Gouges. Oui. De Gouges, ça me dit beaucoup, oui. Hein, ça me dit beaucoup. Depuis plus d'1 temps. Oui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je me rappelle parfaitement pourquoi je suis rentrée au Zonta. Donc le club Zonta est un club international qui fête ses 100 ans cette année. Donc c'est un club qui a été créé à Chicago. Et ces clubs Zonta ont été créés parce qu'à la suite de la guerre de 14, les femmes ont occupé le rôle que tenaient leur mari, leur frère, leur père.
Et lorsque ces messieurs sont rentrés, elles se sont dit qu'elles n'allaient pas retourner dans leur casserole. Et donc, elles ont décidé de créer ces clubs Zonta. Donc, la première femme était une femme journaliste. Il y a eu des femmes, des avocates, enfin, etc., des femmes qui avaient des fonctions importantes et qui s'intéressaient au statut des femmes. Et donc, pour moi, la première fois où j'ai pu penser à un club féminin, je me trouvais devant une émission de télévision où je voyais des femmes en Inde qui étaient victimes du vitriol. Et je pleurais. Et je me suis dit, c'est bien beau de pleurer, mais c'est insuffisant. Donc, je vais m'engager. Et je me suis engagée aux Zonta il y a maintenant, je ne sais plus, une trentaine d'années, je crois. Et donc, je me suis engagée dans un club Zonta à 7. Étant montpelliéraine, j'ai ensuite décidé de créer le club Zonta aux Lames de Gouges à Montpellier. C'est une référence. Hein. Tout à fait. Son nom pour moi était, comment dire, la manifestation de ce que je souhaitais pour mon club. Aux Lames de Gouges, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et tu as vraiment choisi la personne, la femme extraordinaire qu'elle était. Et ben, c'est surtout une femme qui avait compris bien avant qu'elle pouvait faire évoluer le statut des femmes, et elle a tout fait pour ça. Et c'était en quelle année? Au moment de la Révolution. Voilà. Et tout ça pour finir guillotinée, parce que ses idées étaient trop en avance. Oui, d'ailleurs, c'est très facile de tuer parce que ça dérange. Voilà, c'est très facile. Mais je voudrais que tu me dises la phrase qu'elle a dite, qui est si intéressante. Elle a dit que si une femme pouvait aller sur l'échafaud, elle pouvait monter aussi à la tribune. Voilà. Et c'est la vérité, n'est-ce pas? Et on en a une en tribune. Voilà. C'est pour ça que Patricia est montée à la tribune. Notre députée. Espérons qu'on lui laissera sa tête. Oui. Alors en ce moment, tu alors en fait, quelque chose. Oui. Alors en fait, les clubs Zonta s'occupent, aident les femmes à être autonomes, et on s'occupe de leur santé aussi. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu rencontrer Dominique, parce que nous avions entendu parler du CEW, donc Cosmetic Executive Woman, et un jour nous sommes allés à l'école et nous avons rencontré Dominique, et en 5 minutes l'affaire était faite. C'est-à-dire qu'on lui a dit, voilà, nous souhaiterions... on ne savait pas très bien comment, assurer des soins esthétiques auprès des malades. Et immédiatement, qu'a fait Dominique? Elle a dit, mais oui, bien sûr, je vous suivrai, on travaillera ensemble. Ça ne m'étonne pas de Dominique, parce que vraiment... C'est que je me rappelle très bien. Oui, je te vois avec ta collègue, Madame Merle, rentrer dans mon bureau. On ne s'était jamais vus. Hein. Oui. Elle passait dans la rue devant l'école. Voilà, on est passé devant l'école et on s'est dit, eh bien, bon, on avait rencontré Dominique par diverses occasions, mais là, on est rentré et immédiatement, le contact a été fait. Et donc ensuite, on a été beaucoup accompagnés par Ludivine, et j'ai beaucoup suivi tout le travail des socio-esthéticiennes, et ça a été un grand enrichissement pour moi, très grand enrichissement. Parle-moi de Léo Respect Égalité. Voilà, alors ça c'est un projet qui n'est plus un projet puisqu'il a été mis en œuvre complètement. Voilà. Alors, Léo, Respect, Égalité, je le racontais tout à l'heure à mon amie Marie-Pierre, je lui disais, c'est venu simplement parce qu'un jour, je regardais une émission à la télévision aussi qui s'appelait Politico Macho. Et en regardant, ça se passait à l'Assemblée nationale et franchement, c'était absolument affreux. J'entendais des propos qui étaient insupportables. Et mon petit-fils, qui avait 4 ans, était à côté de moi. Et ensuite, on parlait d'autres pays comme la Norvège ou la Suède, qui est quand même, au niveau de l'égalité, ces pays sont un peu plus évolués. Et je me suis tournée vers mon petit-fils et je lui ai dit, il devait avoir 4 ans, et toi, que feras-tu? Et il m'a répondu, j'irai travailler, ma femme gardera les enfants. Et là, je me suis dit, c'est pas possible en tant que zontienne, je ne peux pas écouter ça. Et l'idée m'est venue d'enseigner, par l'éducation. Il s'appelait Léo? Non, il s'appelait Gaspard. Il s'appelle Gaspard. Et Gaspard, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai demandé à mes 2 petits-enfants qui étaient un peu plus âgés de dessiner des petits personnages. Nous avons cherché avec le club comment les appeler. Donc, on les a appelés Léa, Léo plus exactement, pour qu'il y ait vraiment cette égalité même dans les prénoms. Et donc, nous avons pensé qu'à la base, enfant,
on devait se charger de l'éducation. L'éducation pour permettre que cette égalité, ce respect soit enseigné petit. Et c'est ce qui se passe. Alors, nous avons demandé à un professeur de théâtre de se rendre dans des écoles. Alors, c'est surtout les CM2 qui en bénéficient depuis 3 ans maintenant. Et d'ailleurs, nous avons été soutenus par la mairie de Montpellier. Monsieur Sorel nous avait donné une somme d'argent qui nous a permis d'aider au début cette action, parce qu'évidemment, le professeur de théâtre se fait rémunérer. Et donc, par des jeux de scène, il met en scène les enfants et leur permet de réfléchir sur ce qu'est l'éducation et l'égalité surtout. Et au-delà de ça, avec nos amis du Club Zonta, nous avons réfléchi sur d'autres pays du monde et nous présentons un PowerPoint dans les écoles. Et là, je vous assure que nous avons des réactions absolument incroyables. C'est-à-dire quand on dit à des petites filles de 10 ans que dans certains pays, des enfants de 6 ans sont mariés avec des hommes de 70 ans, vous pouvez imaginer la réaction. Bah, mais c'est dégoûtant. Et là, on est obligé de leur expliquer. Et c'est dégoûtant, bien entendu que c'est dégoûtant. Donc, c'est même inhumain. C'est inhumain. Donc ces petites filles sont très surprises par ça. Et donc on parle de l'égalité des salaires, on parle de la liberté en général des femmes, on parle des femmes voilées. Et enfin, j'entends voilées, celles qui sont en Afghanistan, qui sont complètement couvertes, parce qu'ensuite, on évite les problèmes. Enfin, on évite d'aborder des choses qui peuvent heurter les parents lorsque nous parlons aux enfants à l'école. On ne veut pas heurter les parents dans leurs convictions. Ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux enfants que l'égalité, ce doit être leur nouvelle façon de penser. Alors peut-être que ce ne sera qu'une goutte d'eau dans la mer, mais nous espérons plus. Ce sera certainement qu'une goutte d'eau dans la mer à l'heure actuelle. Oui, mais on espère que ce projet va certainement s'étendre à d'autres clubs en France. Déjà, à Metz, en principe, un club adopte cette méthode. Et puis, au-delà de ça, nous avons eu la chance de rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Thomas, qui a eu plusieurs prix à Angoulême en bande dessinée. Et avec les témoignages des enfants recueillis à l'école au cours de ces interventions, nous lui avons fait dessiner une bande dessinée qui s'appelle Léa Léo, Respect, Égalité. Et cette bande dessinée va être éditée dans les jours prochains. Et franchement, ce jeune garçon a été formidable parce que nous lui avons apporté, bien entendu, les témoignages des enfants. Nous lui avons apporté nos souhaits. Et il a eu une intelligence très vive, un humour extraordinaire qui fait qu'il a fait une bande dessinée formidable, franchement formidable. Et j'espère que cette bande dessinée servira dans les écoles et ailleurs à l'éducation. Ah, ce serait bien, ce serait bien. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle a dit tout à l'heure et je vais vers ta direction parce que en même temps, on est un peu révolté quand même. Hein. Oui, on est révolté, mais je pense qu'il faut apprendre aux enfants que tout doit se passer dans le respect. Alors, je souriais tout à l'heure quand Patricia parlait du foot, parce que ça aussi, c'est une réflexion de ma petite fille qui était en CM2 et qui me dit, voilà, les garçons jouent au foot et on se demande à jouer avec eux. Et quand on joue avec eux, au bout d'un moment, ils nous disent, bon, les filles, vous partez, maintenant, on va jouer sérieux. Oh là et elle n'a pas aimé du tout cette réflexion, pas du tout. Et là, je vais laisser la parole à ma deuxième présentatrice, à Dominique Font, qui va terminer à poser des questions à notre chère amie. Je suis contente de ce titre de co-présentatrice. Alors, je voulais... Pour je n'ai pas dit co-présentatrice, ma deuxième présentatrice. Merci, madame est très aimable. Pas co. Madame est très aimable. Donc, pour abonder dans ton sens, Cécile, nous avons l'année dernière fait des visites dans certaines écoles maternelles et primaires, et donc nous sommes allés dans une école de Montpellier avec des reines de chœur pour présenter justement, parce qu'on avait des jeunes filles, dont une que tu connais, qui a subi des discriminations quand elle était à l'école, et elles ont préparé un jeu, elles étaient 4 reines de chœur. Elles sont arrivées avec leur robe d'apparat parce que les petites filles, elles voulaient voir ce qu'elles étaient. Des princesses. Et alors, elles sont arrivées en princesse, mais elles sont toutes assises par terre avec tous les enfants et elles avaient fait des jeux, justement des montages, les tâches ménagères à la maison. On avait fait des groupes comme ça
Et alors, elle montrait les tâches ménagères. Qui fait ça chez toi? C'est maman. Qui fait ça chez toi? C'est maman. En fait, on s'est rendu compte que les papas, ils font que sortir la poubelle. C'était rigolo parce que sur tous les groupes qu'il y avait, les papas sortaient la poubelle. Et alors, on allait chercher, mais quand ta maman fait à manger, que fait ton papa? Il regarde la télé ou il joue avec la tablette. Alors les petites, nos reines de cœur, elles disaient, alors, on va te montrer comment on tient un balai et tu vas voir. Si toi tu sais le faire, tu vas montrer à ton papa et il saura le faire. On a passé un moment délicieux. Et les enfants, tous, reprenaient ces tâches et en fait, se rendaient compte qu'effectivement, on pourrait essayer nous aussi. Donc ça a été une jolie après-midi et j'avoue qu'on va essayer de refaire ça cette année parce que j'avais trouvé très concluant. Et je vais voir si depuis les papas ont fait autre chose que ça. Alors si tu veux, le professeur de théâtre, j'ai assisté à un de ses cours et c'était absolument ça. Mais c'était ou la fille ou le garçon qui jouait le rôle. Je suis assis dans un fauteuil, je suis devant la télévision. Mais c'était très drôle les réactions de certaines petites filles. Et je racontais aussi, une petite fille me dit Madame, comment comprenez-vous que je ne peux pas aller en short à l'école? Alors je lui dis tu sais, peut-être ta directrice veut te protéger. Elle dit, mais moi, le premier garçon qui vient me dire une réflexion, je lui envoie un taquet et c'est fini. Hein. Donc voilà, il faut apprendre le respect aussi parce qu'il ne faut pas que ça tourne à l'inverse, quoi. Dis-moi, comment on peut te joindre? Alors, on peut me joindre parce que nous avons un site qui s'appelle Zonta Olam de Gouges. On va le mettre. Nous sommes sur Facebook aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, pour tout ça, il faut de l'argent. Et on fait des manifestations, on fait beaucoup de manifestations. Pas de demande de dons. Si, bien sûr, éventuellement, des sponsors aussi. Mais par exemple, ce soir, nous donnons au Gaumont Multiplex un film. Bon, alors je ne peux pas dire venez parce que c'est complet. C'est le film de Yann Arthus Bertrand, et qui s'appelle Woman. Et qui est un film, c'est surtout sa productrice, la personne qui a fait le film avec lui, qui a interrogé 2000 femmes dans le monde. Et paraît-il que c'est un film exceptionnel. Voilà. Alors ce matin, à Montferrier-sur-Lèze, nous faisons ce qu'on appelle la course des Olympes. T'as intérêt à te dépêcher, c'est déjà tard. Hein. Voilà. On va passer en direct là bientôt. Nous sommes 40 bénévoles, donc même si je suis en retard, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ce fut un plaisir de t'avoir. Je te remercie. Nous allons maintenant aller vers Rosa, notre avant-dernière invitée, parce qu'on a encore une qui va nous faire une surprise tout à l'heure. Rosa, ma chérie, que je connais très bien. Era Couture. Alors, c'est merci. Quoi Era Couture? Era Couture, c'est ma marque. Je suis Rosa Dabbo et je suis une styliste d'haute couture italienne. Pourquoi j'ai mis Era Couture et pas seulement Rosa Dabbo? Parce que ma marque déposée, c'est Rosa Dabbo. Parce que mon nom de famille, c'est vraiment un nom italien. Très difficile à prononcer si on n'est pas italienne. Donc, j'ai dit, si je dis Rosa Dabbo, personne ne se souviendra ou sera capable dans l'émission de dire Dabbo. Exactement. Mais tu es là pour une raison bien précise, parce que tu es là et tu adhères complètement à cette journée, ce dimanche 8 mars. Parce que toi, tu as eu une expérience très douloureuse. Oui, oui. Ça me touche tout le temps de parler de moi. On doit en parler justement parce que ça aide. Ça a changé pendant les années parce qu'au départ, je ne parlais jamais de ce que j'ai subi quand j'étais un peu plus jeune. Et un jour, j'ai dit, mais c'est toutes les filles qui sont battues. Il dit jamais rien, ça ne passera jamais rien. Et donc, oui, malheureusement, j'étais une femme battue. Et à l'époque, je pensais, parce que c'est ça qui arrive, on pense qu'on est battu parce que c'est nous l'erreur. C'est nous c'est la faute, c'est à nous. Et donc, c'est normal que l'autre personne, il te batte. Et après, c'est pas vrai, c'est pas nous la faute. C'est qu'on essaie de se faire accepter par les femmes qu'on est. Et malheureusement, dans l'époque qu'on est, encore aujourd'hui, malheureusement, les hommes, ils veulent tout prendre, tout. Voilà.
avoir la personnalité de la femme qui est en face, qui devient une propriété privée, où tu n'as pas le droit d'expression, de dire non. J'ai envie de faire autre chose que préparer à manger midi et soir. J'ai fait ça, mais à côté, j'ai des passions et je m'aime. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce que c'est à cette époque-là, en 1984, que tu as décidé de changer de vie? Non. Non. Non, malheureusement, j'étais très jeune encore. Mais non, c'était après que donc j'étais maman à 20 ans de mon premier enfant et malheureusement je me suis mariée avec un homme très très violent et j'ai subi environ 6 ans de violence très forte au point que la dernière fois il m'a hospitalisée avec l'ambulance. Et lui, elle a déclaré que j'étais bleue dans la tête. Voilà. Je ne pouvais pas marcher par 7 jours, j'étais hospitalisée avec des barres. Et lui, il a déclaré que j'avais eu des vertiges, je ne sais pas comment c'est, vertige, et que je suis tombée contre le vitre de la toilette et je me suis fait mal toute seule. Eh bien, après cet épisode, je n'ai pas vu une famille trop à côté de moi. Voilà, j'arrive dans... Je suis grandie au nord de l'Italie, mais mes racines sont du sud de l'Italie et mon père, c'est très patriarcal. Et donc, lui-même me disait que c'est mon mari, il me tapait parce que je le méritais. Donc, j'étais vraiment seule, abandonnée dans tout le monde. Des personnes croyaient que je souffrais cette chose. Il fallait le souligner quand même. Hein? C'est grave, oui. Mais là, je me suis accrochée à l'âge de 14 ans. Ben, déjà, je dois dire merci à le sport qui m'a formé ce caractère de battante. Le sport, tu veux dire? Oui, le sport, oui. Parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et demi à jouer à hockey sur gazon. Et après, je suis entrée dans l'équipe, la première équipe du Piémont, parce que j'arrive du Piémont. Et ensuite, j'étais pour un moment gardienne de la nationale de hockey italienne. Et ça m'a donné la force intérieure de dire je peux arriver, je peux me libérer de tout ce qui se passe parce que j'ai des valeurs d'abord et je suis quelqu'un de très, très bien. Voilà. Et en plus, elle a été très courageuse parce qu'en 1984, elle est diplômée de l'école professionnelle à Bologne. Oui. Modéliste et enseignante du patronage et couture. Oui, patronage et couture. Patronage, coupe et couture. Coupe et couture. J'ai oublié coupe. Oui, pourquoi patronage? J'aimais faire la couture très petite. Je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 4 ans, j'étais à la crèche chez les sœurs et j'ai appris à faire la broderie sous le telaio. Je ne sais pas, je ne sais pas le mot français. Et après 8 ans, j'ai cousu la première robe pour la Barbie de jeans. Je me souviens encore maintenant. Et je l'ai fait, j'ai fait aussi le petit col rouge. Et après, je me suis vraiment passionnée à mon travail. Et je ne me suis jamais arrêtée de vouloir apprendre et vouloir améliorer. Et je me suis mise tout le temps dans les étapes très, très hautes de mon métier. Très compliqué parce que je n'étais pas soutenue de personne. Donc, je me suis vraiment un peu formée toute seule, payer mes études, payer mon parcours, essayer de faire comprendre que si je voyage, parce que je veux grandir, parce que je veux apprendre, parce que je veux confronter. Eh bien, j'ai pris j'étais diplômée, l'école m'a proposé une place de suite d'enseignant comme modéliste. Après, j'étais ravie. Après, à 18 ans, j'avais déjà mon entreprise. Donc, ça m'a aidé à aller à l'avance. J'ai travaillé avec une partenaire avec des grosses entreprises du Piémont. Maintenant, nous allons voir quelques-unes de ses créations. Et on remercie beaucoup Rosa de nous avoir confié un peu ce qui s'est passé parce que c'est très triste, facile, hein? C'est pas facile. Non. Elle a osé et on ne peut que l'applaudir. Merci.
surprise pour chacune de nos invités. Et c'est Apolline qui va nous la réserver. Merci beaucoup. Alors on vous dit toutes au revoir et à bientôt. Bye bye.